à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Dans le cadre des élections régionales, nous recevons un nouveau candidat tête de liste. Farid Omer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes président de l'Union des musulmans de France, c'est ça? C'est une association, un parti politique? Dites-moi si c'est ça. Pas tout à fait, moi je ne suis pas le président. Vous n'êtes pas le président? C'est M. Najib Azargui, moi je suis un des représentants, si vous voulez, à Lyon. Et donc je suis le candidat tête de liste effectivement de ce parti dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, très bien. Alors on n'est pas très loin de ce fameux hôtel de région qui est le siège effectivement du conseil régional. Qu'est-ce que vous inspire ce bâtiment à la fois comme institution et par rapport à la symbolique qu'il représente pour vous? Moi ce que ça m'inspire c'est que c'est un lieu de pouvoir. Mais un lieu de pouvoir, j'ai envie de dire, qu'on a tendance à négliger. Parce que c'est vrai que quand on discute avec les gens, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ne se rendent pas compte du pouvoir qu'a la région. Je pense que beaucoup de gens passent devant ce bâtiment sans imaginer toutes les décisions qui peuvent être prises ici et qui ont une conséquence quotidienne sur leur vie. Et donc c'est un peu ça que ça m'inspire quand on voit le budget de ce bâtiment, quand on voit les lois de décentralisation, le pouvoir qu'ils ont donné aux régions. C'est pour ça que c'est important pour nous, comme on dit, d'être dans ces élections, parce qu'on sait que voilà, beaucoup de décisions qui sont prises à la région ont des conséquences quotidiennes. Donc je dirais un lieu de pouvoir, mais qui a tendance un peu à être méconnu, un peu négligé par les citoyens. Alors vous êtes candidat donc tête de liste pour les élections régionales. Cette région Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région. Comment est-ce que vous la raconteriez en quelques mots? Comment vous la définissez? Je la définirais déjà comme une région très riche. C'est une des régions les plus riches de France. C'est une région qui est très dynamique. Moi, j'y suis né. C'est vrai que c'est quand même une région par rapport à d'autres en France où il y a quand même du travail. C'est plutôt bien, quoi. On est plutôt heureux d'être lyonnais. Et c'est une région, je dirais, qui est attractive. C'est vrai que souvent, quand on habite, que ce soit en Auvergne ou en Rhône-Alpes, je pense que c'est des régions dans lesquelles on a envie de rester, parce que voilà, il y fait bon vivre, malgré quelques difficultés. Et donc c'est une région riche, attractive et dynamique. Alors par rapport à cette région et par rapport au programme qui est le vôtre, qu'est-ce que vous avez comme priorité aujourd'hui à l'échelle régionale pour changer ou soit les défauts, soit les qualités, ou renforcer les qualités, ou améliorer les difficultés dans cette région? Pour nous, une des priorités qu'il faudrait faire, la première chose, c'est vraiment revenir sur toutes les coupes budgétaires qui ont été faites lors du mandat précédent dans la formation professionnelle. Je suis peut-être particulièrement attaché en tant qu'enseignant. C'est vrai que c'est, je crois, un tiers du budget qui a été supprimé pour ce qui est de l'aide à la reconversion professionnelle, l'aide aux chômeurs. On sait que la crise sanitaire elle a particulièrement aggravé la situation, encore plus pour les plus fragiles. Donc c'est un peu ça voilà, qu'on aimerait changer. Et puis avoir une politique, je dirais, plus sociale, plus éthique, peut-être aussi plus écologique. On aimerait bien, par exemple, qu'on cesse d'interrompre, si vous voulez, de couper les lignes TER, vous savez, entre les petites villes. Ça se fait, on privilégie les grosses lignes. On aimerait aussi qu'on n'abandonne pas les régions rurales. On a tendance en France à insister sur la métropolisation, sur les grandes villes. On a vu avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, que voilà, il y a des gens qui se sentent abandonnés. C'est vrai que quand on va dans des régions reculées, parfois on voit qu'il y a de moins en moins de services publics, etc. Et tout ça, c'est une politique que je trouve qui est assez inquiétante. Donc voilà, c'est avoir une politique plus sociale, et je vous dis plus en faveur des plus fragiles, et pour essayer de réduire les inégalités territoriales, sociales. Alors c'est vrai qu'on le disait, et vous l'évoquiez tout à l'heure, la région, en fait, les gens savent vraiment pas très bien comment ça fonctionne et à quoi ça sert. En quoi ça a un impact sur le quotidien des gens et comment vous pouvez leur expliquer pourquoi ça change leur vie au quotidien? Par exemple, une des compétences majeures, ça va être l'aménagement du territoire. Ici, si on recentre un peu plus sur Lyon, on sait que ça a des conséquences énormes parce qu'on voit, on a certains quartiers populaires dans lesquels nous, par exemple, on est ancré, on voit qu'il y a des questions centrales de problèmes d'habitat, de problèmes de concentration, des problèmes de rénovation. Et tout ça, la région, c'est un de ses premiers budgets. Pareil pour le transport. On sait que pour venir travailler, les loyers sont de plus en plus chers à Lyon et aux alentours. Donc les gens ont tendance à s'éloigner, à aller habiter de plus en plus loin. On sait que pour se déplacer, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que quand on se penche sur les compétences de la région, on se dit voilà, c'est impératif que les citoyens comprennent les enjeux et puis qu'ils puissent s'exprimer, parce que voilà, ça les concerne directement. Alors justement, si vous étiez président demain,
quelles seraient vos premières décisions, à la fois peut-être votre première décision symbolique, et quelles seraient les priorités sur lesquelles vous voulez travailler? Donc la première décision symbolique, pour rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, ce serait de remettre vraiment le budget et les crédits précédents en ce qui concerne la formation professionnelle. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que voilà, les personnes fragiles ont été encore plus fragilisées par la crise sanitaire, et puis celle-ci n'est pas terminée. Je pense que quand on va faire le bilan, on va s'apercevoir qu'elle a fait malheureusement beaucoup de dégâts sur le plan social. Donc je pense que ce serait ça, et puis ce serait aussi mettre fin à toutes ces petites lignes, vous savez, dans les zones un peu reculées qui ferment. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une région qui soit égale, si vous voulez, qui apporte le même service public pour l'ensemble de ses habitants. D'accord. Alors on est en pleine campagne, c'est pas une campagne évidente d'abord parce qu'il y avait le contexte sanitaire qui empêche, et puis vous êtes un parti politique peut-être un peu plus petit que les autres. Comment est-ce que vous avez fait campagne, comment vous êtes organisé pour faire la campagne auprès des électeurs? Alors on fait une campagne avec, c'est vrai, effectivement peu de moyens humains, peu de moyens financiers, mais voilà, on essaye de compenser tout ça par notre énergie, par notre enthousiasme. Donc on est alors à Lyon, ça va, on a une équipe assez active, on a quelques militants aussi à Annecy. On fait les choses simplement, on essaie d'aller à la rencontre des habitants, on essaie de discuter. Là, on va se lancer dans la campagne d'affichage, donc on va essayer d'être le plus présent possible. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quand on est un parti politique, parce qu'on voit que l'égalité démocratique dépend beaucoup des moyens financiers. C'est vrai que quand on a peu d'argent, mais bon voilà, on vise aussi l'avenir. On sait que c'est un début pour nous. Ici à Lyon, c'est la deuxième fois que l'UDMF est présente à une élection. Et donc voilà, on espère que voilà. Donc, d'ailleurs, cette élection, elle nous permet aussi, c'est vrai, de passer un message et de faire parler de nous et éventuellement de recruter des adhérents, des bénévoles, des militants. Donc on fait une campagne simple avec nos moyens. Mais bon voilà, comme on y croit, c'est toujours, quand on se bat pour ses convictions, c'est toujours plus facile. Alors dans cette campagne, il y a 9 candidats. Est-ce qu'il y en a une ou un en particulier sur lequel vous concentrez sur vos critiques, etc. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui représente les autres candidats pour vous? Est-ce qu'il y en a un ou une que vous visez particulièrement? Peut-être le président sortant, j'imagine? Pas forcément. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit peut-être naturellement la candidature du Front National. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a appelé pendant longtemps, vous savez, la lepénisation des esprits. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de frontières politiques. On a le sentiment un peu que voilà, tout le monde est là pour taper un peu sur les plus pauvres et en partie sur la communauté musulmane. Parce que c'est vrai qu'un de notre engagement fait qu'on veut arrêter avec ce qu'on appelle, nous, l'islamo-diversion et l'islamophobie politique. Et donc c'est vrai que ce que l'on regrette, c'est que ces discours-là qui visent à présenter l'autre, le musulman, l'immigré, l'étranger comme un danger, malheureusement, c'est un discours qui s'est généralisé. On voit aujourd'hui la frontière entre la droite et l'extrême droite. Parfois, on se demande bien où elle peut être. Les divergences sont plus très nombreuses. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un candidat, c'est plutôt un discours. Voilà, c'est plutôt un discours, nous, que l'on veut dénoncer, plus qu'un candidat. Et malheureusement, on estime qu'ils sont un peu trop nombreux aujourd'hui à surfer un peu sur ce discours-là pour aller à la pêche aux voix. Alors, on parlait du président sortant, quand même, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez un bilan de son action et quel bilan vous faites de l'action du président sortant? Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, qu'il a dit, il s'est vanté d'avoir encouragé, comme il dit, le travail plutôt que l'assistanat. Moi, je trouve que c'est des mots qui sont durs parce qu'on sait que les gens qui sont... Moi, ne serait-ce que mon expérience personnelle, j'ai déjà eu, malgré mes diplômes, une période où j'ai été au chômage. Et je peux vous assurer que vous ne sentez pas, vous n'avez pas le sentiment d'être un assisté, bien au contraire. Ce sont des périodes qui sont difficiles. Ce sont des périodes qui sont difficiles parce que c'est très difficile de retrouver du travail, c'est très difficile de se reformer, etc. Et c'est un peu ça, moi, que je reprocherais. C'est à travers ces mots-là, voilà, de faire croire qu'une partie de la population ne veut pas travailler alors que c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est ça le reproche que je lui ferais. On le voit aujourd'hui quand on discute avec des représentants de missions locales, quand on discute avec des centres de formation, on voit que les budgets ont vraiment été réduits à peau de chagrin. Et donc derrière, ce sont des vies humaines, des gens qui essayent de se reconvertir, qui essayent de trouver du travail, qui malheureusement n'y arrivent pas. Alors derrière ça, leur dire que ce sont des assistés, je trouve que c'est un peu ça, moi, le reproche principal que j'aurais à faire. Dans le discours, dans les mots un peu durs. Voilà, dans les mots un petit peu durs. Et puis Wauquiez représente sur le plan national une droite assez à droite. C'est pas, voilà, donc de ce point de vue-là, voilà, on est assez critique. Alors derrière le candidat, il y a aussi un homme, j'allais dire, un individu. Les gens vous connaissent sans doute pas. Qu'est-ce que vous diriez pour parler de vous? Quels mots vous utiliseriez comme qualité d'abord peut-être pour vous définir un petit peu à ceux qui ne vous connaissent pas? Je dirais que je suis quelqu'un d'assez simple finalement. Je suis enseignant, je suis un citoyen de la vie de tous les jours qui essaye d'apporter ma petite contribution.
Paradoxalement, je dirais que je suis quelqu'un d'assez discret, ce qui peut paraître un peu paradoxal avec quelqu'un qui se présente à une élection, mais si on demande aux personnes qui ont pu me connaître, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un de réputé discret, peu bavard. Mais je me différais comme un citoyen de la vie de tous les jours qui partage les préoccupations de tous nos concitoyens. Et voilà, un simple citoyen. Et est-ce que vous avez un défaut que vous osez nous avouer, parce que vous avez certainement que des qualités, mais peut-être un défaut ou deux quand même? Un défaut dans la vie de tous les jours, je suis impatient. C'est un peu un défaut, voilà, je suis assez impatient et je ne supporte pas les gens qui arrivent en retard. On en a tous dans notre entourage. Et voilà, comme vous avez vu, on s'est donné rendez-vous, j'étais à l'heure pour moi, quelque chose qui est important. Et par rapport à la présidence, donc si vous étiez président, quel type de président vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous une fois que d'abord vous serez président et peut-être à la fin de votre mandat? J'espère être un président, rester celui que je suis, quelqu'un de simple qui partage les préoccupations de ses concitoyens, être proche des gens aussi, parce que je pense que c'est important d'aller au contact des gens, de discuter, d'être sur le terrain, et pas seulement pendant la campagne électorale. Et si jamais j'étais élu, on est ambitieux mais c'est réaliste, mais si jamais j'étais élu, j'aimerais bien à la fin qu'on dise que j'ai réussi à réduire les inégalités sociales, les inégalités territoriales. À quoi elle ressemblerait la région Auvergne-Rhône-Alpes après 6 ans de votre présidence? Comment vous voudriez la transformer, cette région? Ce que j'aimerais vraiment faire, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes services. Alors certes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques qui sont employées dans cette élection qui en réalité ne dépendent pas de la région. C'est vrai que ça passe aussi par des politiques nationales. Mais voilà, on a un levier, quand vous avez 4 milliards d'euros entre les mains, c'est quand même un budget qui est immense. Donc on peut faire énormément de choses. Donc, c'est vraiment, j'aimerais bien que ceux qui se sentent un peu délaissés, que ce soit dans les quartiers populaires ou même parfois un peu dans les zones rurales un peu plus reculées, disent qu'à la fin, ils ont vu l'action de la région au quotidien, qu'ils ont vu les investissements, qu'ils ont vu par exemple leur lycée rénové, qu'ils ont vu que les écoles, même à petits effectifs, ne ferment pas. C'est vraiment ça qu'on aimerait qu'on dise, qu'on a une région plus juste et tout le monde retrouve sa place. Exactement. Alors un dernier mot peut-être en direct à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour ceux qui nous regardent là maintenant? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous plus que pour un autre candidat? Voter pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est voter pour quelqu'un qui n'est pas déconnecté de leur réalité. Alors, comme je l'ai répété tout à l'heure, on partage leurs préoccupations. Puis on veut aussi, nous, envoyer un message. On veut dire à tous ceux qui en ont marre qu'on leur tape dessus, qui en ont marre qu'on utilise l'islam, les musulmans comme un sujet pour prendre des voix. Alors que les vraies questions, c'est les questions sociales, c'est les questions de la crise sanitaire, c'est la question du chômage, c'est la question de tout ce qui doit préoccuper nos citoyens en priorité. Et tous ceux qui ne veulent pas que 2022 soit une nouvelle fois une élection où on va prendre une catégorie de la population, en particulier les musulmans, comme des boucs émissaires, on leur dit votez pour nous, parce que plus on sera nombreux et plus on enverra ce message, et plus on pense que ce sera efficace. L'autre message, je profite du passage sur votre chaîne pour dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est un parti avec peu de moyens. Donc, une des choses qu'on va voir, c'est qu'on ne pourra pas malheureusement, pour des raisons financières, avoir des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Donc il est important, on sera présent dans certaines communes, notamment dans la métropole de Lyon et quelques grandes villes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a beaucoup de communes dans lesquelles on ne sera pas représenté. Donc il est important que ceux qui veulent voter pour nous regardent si on est bien présent dans les bureaux de vote, sinon qu'ils impriment eux-mêmes leur bulletin de vote. Alors c'est pas, au niveau de l'égalité démocratique, c'est très compliqué parce qu'on sait qu'à toutes les élections, on est confronté à des gens qui nous disent on a voulu voter pour vous, mais on n'a pas trouvé notre bulletin. Donc il faut qu'ils aient le réflexe en plus, d'aller sur le site, d'imprimer eux-mêmes le bulletin pour qu'ils puissent s'exprimer. Et plus on fera un score élevé, et plus on espère envoyer ce message qu'il faut que tous les citoyens soient traités à égalité et qu'on ne serve pas de certains comme des boucs émissaires pour aller à la pêche aux voix. Très bien, merci beaucoup Farid Omer d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bon courage pour votre campagne et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité. Au revoir.